Et je vous propose de passer maintenant à la deuxième présentation par Claude Abou de Paris sur les nouveaux concepts de l'anatomie chirurgicale de la prostate dérivés des nouvelles technologies. Monsieur Abou, la parole est à vous. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cet exposé sur l'anatomie chirurgicale de la prostate dérivée des nouvelles technologies. Pour commencer, quelques mots d'historique. Ça marche pas ? Si, mais Ok. Pour commencer, quelques diapos d'histoire. En 1983, Patrick Walsh, qui était le père de l'anatomie chirurgicale de la prostate, a décrit les bandelettes neurovasculaires et les fascias en vue de leur conservation, afin de maintenir la continence et la sexualité. En 1998, 15 ans plus tard, il dit cette phrase: « Il est humble de réaliser que même aujourd'hui, l'anatomie de base de la prostate est peut-être méconnue ou mal comprise. » 1998 également, se développe la laparoscopie, la chirurgie laparoscopique du cancer de la prostate, qui, comme vous voyez sur cette diapositive, explose au plan des publications au niveau au moins de l'Association américaine d'urologie. 2 ans plus tard, apparaissent les télémanipulateurs qui vont renforcer un petit peu cette technique et la faciliter par la vue 3D et puis par les instruments eux-mêmes. 2000, nous effectuons la première publication sur la chirurgie laparoscopique du cancer de la prostate, assistée par robot. Et en même temps, une équipe allemande a fait à peu près le même travail au même moment et a publié en 2001 sa technique. Retour en arrière en 1921. Un humoriste préfigure une salle d'opération de l'an 2000 et montre le télémanipulateur tel qu'il le voit dans le futur. Voilà l'image, vous voyez, ça ressemble tout à fait au système Da Vinci qu'on utilise actuellement. Bon, c'est peut-être pas exactement les mêmes instruments, mais l'idée reste la même. Alors, mon exposé va porter 7 points: la glande, l'appareil vésico-sphinctérien, l'appareil sphinctérien ou externe, les fascias, les bandelettes neurovasculaires et les voies chirurgicales, et enfin, je conclurai. La glande, comme vous savez, est extrêmement variable. Ça peut être 30 grammes ou ça peut être 200 grammes et plus. Et puis, il y a des expansions qui sont au niveau de l'apex, qui sont très fréquentes, avec des expansions postérieures, latérales, le lobe médian qui peut être plus ou moins important. Tout ça représente des difficultés, mais c'est pas là-dessus que portera l'exposé. L'appareil vésico-sphinctérien, donc, qui est apposé sur la base de la prostate, il est fermé au repos, il est ouvert au cours de la miction, il est fermé lors de l'orgasme. Extrêmement compliqué la physiologie de cet appareil. Pourquoi ? Comme vous le voyez ici, le col vésical, et en tout cas la face postérieure de la vessie, est enveloppée par tout un système musculaire très complexe qui comporte des fibres longitudinales, des fibres circulaires et encore des fibres longitudinales, et tout ça doit s'harmoniser au moment du fonctionnement. Vous voyez que c'est complexe et c'est extrêmement intelligent. En arrière, quand on a coupé le col vésical, le problème c'est que j'ai besoin de manipuler le machin là. Vous pouvez pas me le poser là, s'il vous plaît ? Donc en arrière, quand on a coupé le col vésical, on voit apparaître ici une lame musculaire qui était considérée jusqu'à présent comme étant le Denonvilliers et qui récemment était décrite comme une lame musculaire propre et non pas un fascia, qui permet l'ouverture vers le plan des vésicules séminales et des déférents. Finalement, la résection du col vésical pendant la prostatectomie, elle contribue à l'incontinence quand elle est faite trop largement. Elle rompt le mécanisme de fermeture du col vésical pendant l'orgasme et entraîne, dans certains cas, une incontinence associée à l'orgasme. C'est-à-dire, au moment de l'orgasme, il y a une fuite d'urine que, naturellement, personne ne supporte, ni l'homme, ni la femme. Et c'est le terme de climaturia qui est utilisé par les anglo-saxons. Le col vésical peut être conservé. Vous allez voir sur cette vidéo une conservation du col vésical qui peut être d'excellente qualité, ici avec un tube qui persiste. Vous allez voir que ce tube est vraiment musculaire et il peut être conservé dans de bonnes conditions. Et on n'a pas disséqué en arrière le col vésical pour ne pas détériorer la partie que j'avais décrite tout à l'heure. Voilà, la section du col vésical, et derrière, naturellement, il y a la loge des vésicules séminales et des déférents. De l'autre côté, donc on a vu la base, de l'autre côté l'appareil sphinctérien, le sphincter strié, qui lui aussi est extrêmement complexe et souvent très mal compris. Le sphincter strié, c'est une véritable enveloppe au niveau de l'apex prostatique. C'est pas simplement un anneau autour du rète, mais c'est une enveloppe
qui est fermé au repos, qui est ouvert lors de la miction et de l'organe, avec la physiologie du col et du sphincter est différente. Vous voyez ici un schéma qui vous montre comment ça fonctionne. La prostate est enfouie dans une espèce d'entonnoir qu'il va falloir disséquer si on veut préserver le col et si on veut ne pas avoir d'incontinence. Ici, une échographie qui montre magnifiquement bien cet anneau périurétral, mais également cet entonnoir autour de l'apex prostatique qu'il va falloir conserver. Ici, une pièce anatomique qui montre également, ici, la prostate qui va jusque-là, et ici, cet anneau sphinctérien qui enveloppe l'apex de la prostate. Enfin, ici, maintenant, une vue qui est plus chirurgicale, si je peux dire, et qui va montrer où est située la prostate. Ici, le ligament puboprostatique qui arrive jusqu'au niveau de cette zone qui est également le sphincter, qui elle-même va envelopper l'apex prostatique. Enfin, ici, ce qu'on va faire pendant la chirurgie, on va arriver là, on va sectionner l'insertion des ligaments puboprostatiques et on va contourner l'apex de la prostate. Je vais vous montrer un film qui illustre tout à fait ça. Ici, la prostate est ici, elle a été disséquée en arrière et latéralement. Là, on poursuit le disséquement latéral. Ici, on va désinsérer le ligament puboprostatique qu'on voit parfaitement bien ici, et on va repousser l'ensemble constitué par les ligaments puboprostatiques, le plexus veineux de Santorini et le sphincter strié de l'urètre qui se trouve à cet endroit-là, au même moment. Donc, en poursuivant, on peut continuer voilà. On va reprendre. En poursuivant la dissection, on va se retrouver ici avec toute cette partie-là qui a été disséquée et repoussée. Et maintenant, on va se retrouver au niveau de l'urètre, progressivement, pour terminer la dissection de l'apex et le refoulement de tous les éléments sphinctériens sur les côtés, latéralement, pour atterrir sur l'urètre que l'on va sectionner ensuite. Voilà, section de l'urètre. Et derrière l'urètre, il va rester un reliquat de fasciate de Longvilliers qui sera sectionné pour terminer la prostatectomie. Alors maintenant, je vous ai décrit la glande, l'apex avec son sphincter, la base, et on va voir les fascias. Donc les fascias, c'est véritablement les autoroutes qui permettent d'aller dans la bonne direction et de conserver ce qu'on veut. Donc d'abord la capsule prostatique qui n'est pas un fascia, ce sont des éléments fibreux et conjonctifs qui partent de l'intérieur de la prostate et qui vont envelopper la prostate avec des zones affaiblies ou faibles au niveau de l'apex et de la base où parfois il n'y a pas de capsule et on risque d'avoir des fausses marches positives. Premier élément au niveau des fascias, les fascias qui enveloppent les organes. Chaque organe est enveloppé par un fascia. Le fascia prostatique d'un côté, vous voyez que le fascia des releveurs de l'autre côté, le Denonvilliers qui recouvre le rectum, donc ça c'est les fascias propres. Deuxième type de fascia, c'est les grands fascias endopelviens, que vous voyez ici, qui recouvrent tout et qui au milieu va se souder, les deux parties, la partie viscérale et la partie pariétale, vont se souder pour faire une lame. Vous voyez qu'entre cette lame rouge et la lame et le fascia prostatique et le fascia de Longvilliers, il y a un espace qui va être occupé très rapidement par les bandelettes neurovasculaires. C'est exactement l'endroit où le cheminement va se faire. Un Australien qui a étudié la question de façon très précise montre bien ces loges qui sont créées par les fascias qui déterminent des zones de protection des lames vasculo-nerveuses et de chaque côté des fascias se situent des zones de cheminement de la chirurgie qui permettent de préserver les éléments vasculo-nerveux. Maintenant, les bandelettes neurovasculaires, très complexes, elles proviennent des plexus hypogastriques, splanchniques. Elles se rassemblent en postérolatéral par rapport à la prostate. C'est un mélange de fibres adrénergiques, cholinergiques et sensitives. Et elles vont progressivement aller vers les faces latérales et antérieures de la prostate. En fait, c'est extrêmement complexe parce qu'elles se positionnent au plan anatomique d'une façon très différente d'un patient à l'autre. Ici, un patient chez qui les bandelettes sont rassemblées en postérolatéral.
Ici, un patient dans lequel les bandelettes ne sont pas du tout rassemblées, mais elles sont éparpillées tout au long de la prostate. Vous avez des difficultés chirurgicales qui sont variables, différentes. Et ici, la situation la plus fréquente, près de 50% des cas, où vous voyez la bandelette est en postérolatérale, mais également chemine latéralement et en avant au niveau de la prostate. Tout ça est enveloppé par les fascias dont j'ai parlé tout à l'heure, le fascia endopelvien, le denonvillier en bleu et le fascia prostatique de l'autre côté. Finalement, tout ça pour dire que la conformation anatomique des bandelettes neurovasculaires est une des raisons des incertitudes sur les résultats sexuels post-opératoires, parce que chaque patient est un petit peu différent et il faut en tenir compte. Maintenant, les voies chirurgicales. Donc, on l'a vu, l'anatomie de la glande, la base, l'apex, les fascias, comment faire la chirurgie. Donc, ces fascias vont déterminer des voies de passage. Si on est entre la capsule prostatique et le fascia prostatique, on est en situation intrafaciale, parce que les fascias sont en dehors, donc on est en intrafacial. On va retirer la prostate avec sa capsule. C'est la situation qui est utilisée pour les tumeurs de petit volume. Si on est entre le fascia prostatique, PF, et le fascia endopelvien, on est en situation interfaciale. Donc on a un fascia qui couvre la prostate et qui va protéger en cas d'extension locale plus importante. Et enfin, quand on est en dehors du fascia endopelvien, on est en situation extrafaciale. Ça, c'est pour les tumeurs localement avancées, ce qui arrive assez souvent, qui arrivera de plus en plus puisqu'on dépiste plus le PSA. Donc ici, cette vidéo pour vous montrer la réalité des fascias. Vous avez ici le fascia de Denonvilliers qu'on va séparer du fascia prostatique pour aller latéralement. Ici, le fascia prostatique lui-même qu'on va séparer de la glande pour être en intrafacial. Le fascia prostatique protège les lames vasculonerveuses. Mais en allant plus loin, certains auteurs actuellement différencient le fascia prostatique en plusieurs lamelles. Vous voyez ici comme un oignon, donc on peut choisir où aller, ici, là, etc. On a choisi cette voie-là parce que c'est une voie vasculaire dans laquelle, si on suit les vaisseaux qui se trouvent, Landmark Arteries, c'est elle là. Si on suit cette voie-là, on va laisser en contact de la prostate une lamelle qui va protéger en cas de tumeur plus étendue. Et ici, vous voyez, on suit cette artère et on va laisser au contact une partie du fascia prostatique. Donc, pour résumer, si on fait la voie intrafaciale, voilà ce qui reste. Il reste le fascia prostatique, la glande a été retirée et tout le reste est intact. Donc, le patient a toutes les chances de récupérer la fonction sexuelle et la continence. Ici, si on retire les fascias, donc en interfacial, le fascia, en tout cas, le fascia étant conservé, la bandelette est nue. La bandelette nue, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation et de la sclérose qui peut apparaître, donc une dégradation de la bandelette dans le suivi. Et enfin, si on est en extrafacial, il ne reste plus rien. Maintenant, la prostatectomie, très rapidement, donc il y a des verrous. Il y a des verrous. Ici, le premier verrou, c'est le verrou qui est les vaisseaux des vésicules séminales. Le deuxième verrou, le verrou du pédicule prostatique. Donc, en sectionnant ces verrous, il est possible de soulever la prostate et de cheminer en arrière. Donc, ces verrous également ont un intérêt, une importance anatomique importante chirurgicale. Vous voyez ici les vésicules séminales avec l'artère qui bat. Donc, il faut clipper cette artère. Cette artère est au contact des bandelettes neurovasculaires qui sont refoulées par l'aspirateur ici. En sectionnant cette artère, on va pouvoir relever les vésicules séminales et arriver au deuxième verrou. Ici, le deuxième verrou, qui est le verrou du pédicule prostatique, qui est ici, qui va être décollé par cette technique d'arrière vers la partie latérale et en avant. Comme vous le voyez ici, quand il y a des petits vaisseaux, il est possible de les clipper, mais progressivement, on va refouler l'ensemble des éléments qui sont des éléments vasculonerveux et qui sont conservés dans de bonnes conditions. Alors, il y a une autre technique qui permet d'isoler le pédicule d'une façon plus précise et plus importante. Qui est ici. Donc c'est une technique où on va décoller latéralement le fascia endopelvien, on va refouler ce fascia et on va retrouver en jaune les éléments vasculonerveux et on va pouvoir passer autour du pédicule prostatique, comme vous voyez ici, qui va être isolé et qui va être clippé. Donc on l'isole, on va mettre un clip, on va le sectionner. Et on va ensuite
on va ensuite disséquer une zone complètement vasculaire qui se trouve derrière la prostate, qui va progressivement être refoulée, pour arriver progressivement à l'apex prostatique. Donc tout ça, ça va être refoulé. Vous voyez, tout ce qui est sous le clip, c'est le pédicule vasculo-nerveux qui va être refoulé. On est en situation interfaciale ici. Voilà, en poussant un petit peu, vous allez voir, ça se décolle pas mal. Il n'y a pas de vaisseau, ça se décolle, c'est totalement vasculaire. Alors ensuite, on arrive au niveau de l'apex, l'urètre est sectionné. Après, il faut réparer, il faut reconstituer, donc il faut stabiliser le col vésical. Premièrement, en arrière, on va reconstituer le fasciate de Longvilliers qui représente la stabilité postérieure. On va suturer l'urètre et ensuite on va refixer les ligaments puboprostatiques qui constituent. Il n'y a pas un animal qui n'a pas de ligament puboprostatique, donc il est utile pour la stabilité de l'urètre et la continence. Donc on va le refixer pour garantir la continence. Ici, vous avez les deux bandelettes, vous avez l'anastomose. Je vais vous montrer juste quelques images. L'anastomose qui est ici. On va rapprocher l'urètre du col vésical qu'on voit très bien. Et vous voyez qu'on a une vision avec le robot qui est absolument magnifique. On peut se rapprocher, s'éloigner autant qu'on veut et on fait un travail de très grande qualité. Donc l'anastomose va se poursuivre tranquillement, comme vous voyez ici. Et à la fin, on va refixer donc les ligaments puboprostatiques. Vous allez voir quelques images des ligaments puboprostatiques qui va être... Voilà, donc vous voyez les ligaments avec le fil ici. Donc on refixe le col vésical sur le ligament qui va entraîner la stabilité. Les patients dans ces conditions, quand c'est fait, c'est la zone des ligaments puboprostatiques qui ont été rétractés, qui vont stabiliser l'urètre. Dans ces conditions, on a maintenant le plus souvent des patients qui sont continents immédiatement dès l'ablation de la sonde. Quelques résultats très rapides. Aux États-Unis, donc il y a une étude qui a été faite sur 300 hôpitaux, 4000 patients, 71 000 malades. On voit un petit peu ce qui se passe au niveau des complications, au niveau des durées de séjour, etc. On a remarqué que la chirurgie laparoscopique a apporté moins de complications, des résultats immédiats meilleurs. Et surtout, quand il y avait un robot quelque part, les résultats de la chirurgie ouverte étaient meilleurs. Une étude randomisée qui montre que les progrès faits dans les domaines de la technologie apportent de meilleurs résultats au plan fonctionnel, continence et sexualité. Et une méta-analyse très importante qui a été publiée en 2012 montre également aucune différence au plan oncologique, mais par contre au plan fonctionnel des différences totalement significative, en particulier pour la continence. Et ici, comparaison de 1300 patients d'un côté et de l'autre, on voit qu'il n'y a pas de sphincter artificiel du côté du robot dans cette série, et beaucoup moins de techniques de rattrapage de l'incontinence. En conclusion, des progrès considérables ont été accomplis en matière de connaissances des voies anatomiques chirurgicales grâce aux nouvelles technologies. Une adéquation entre ce qui peut être prévisible et les résultats fonctionnels apparaît de plus en plus observée. Une adéquation entre ce qui a pu être réalisé et les résultats fonctionnels semble plus réaliste. Le coût qui est un argument, naturellement, mais on sait que les thérapies ciblées, ça coûte 5 000 € par mois. Le coût d'un robot, d'une seule séance de robot, coûte 5 000 € par mois. Je vous remercie. Merci, Monsieur Abou. J'appelle maintenant Monsieur Catlino pour faire les commentaires, s'il vous plaît. Merci, je voudrais remercier l'Académie de m'accueillir et Claude Abou de me donner cette opportunité. Quelques brefs commentaires après cette excellente présentation, pour rebondir sur les dernières conclusions qu'a présenté donc Claude Abou. Au travers de 3 questions, est-ce qu'il y a une corrélation entre la planification que nous réalisons en préopératoire et la réalisation de ce que nous faisons durant l'intervention ? Et également une corrélation entre ce que nous faisons pendant l'intervention et les résultats fonctionnels carcinologiques en post-opératoire. Et puis finalement, y a-t-il, grâce au progrès technologique, à la connaissance, une meilleure connaissance de l'anatomie, avons-nous une information, pour nous donner une information précise au patient sur son devenir carcinologique et également fonctionnel.
Alors, la planification préopératoire, elle est très importante et de plus en plus, puisque dans les innovations technologiques, nous pouvons bénéficier de la robotique, mais cette chirurgie robotique va être magnifiée et potentialisée dans son efficacité grâce à une meilleure planification préopératoire, et de plus en plus, nous devons être impliqués, nous, en tant que chirurgiens, dans les IRM, puisque l'IRM permet, grâce aux différentes séquences morphologiques en diffusion et en perfusion, d'avoir une appréciation de la gravité, voire de l'agressivité de la lésion, et donc devient un élément absolument incontournable. Ça nous permet également d'avoir une idée de l'extension extracapsulaire, d'une atteinte au long de la capsule. Il y a des études donc, qui sont sorties ce mois-ci encore sur la capacité de l'IRM de montrer une extension extracapsulaire. Il est bien évident que cela nous permettra d'adapter le geste opératoire et de trouver le bon rapport et le bon équilibre entre les bénéfices et les risques. C'est d'autant plus important, cette planification préopératoire qui doit être performante, que nous opérons de plus en plus, ça c'est la série de John Hopkins qui va sortir le mois prochain, où vous pouvez voir que finalement les patients qui ont des tumeurs de prostate à haut risque, donc en vert, ou à risque intermédiaire en rouge, sont à nouveau en augmentation par rapport à il y a une dizaine d'années, et également pour les glisones, l'agressivité, vous voyez le 8 et le 7 en 4+3 qui augmentent à nouveau dans les dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on opère de plus en plus des cancers à risque intermédiaire au risque, parce qu'il y a de plus en plus de surveillance active et traitement focal comme alternative pour les tumeurs à bas risque. Donc de l'importance à nouveau d'avoir une planification préopératoire précise. Y a-t-il une corrélation donc entre le pré-op et le pér-op? Finalement, je dirais que c'est de plus en plus fiable, comme l'a montré Claude, pour la localisation et l'extension de la tumeur. Ça reste toujours bien sûr partiellement aléatoire selon la vascularisation prostatique, avec notamment tous les lacis veineux périprostatiques, et puis bien évidemment les remaniements inflammatoires, puisque vous savez que pour le diagnostic du cancer de prostate, il nous faut des biopsies qui génèrent, surtout quand elles sont répétées, des lésions inflammatoires qui peuvent gêner la dissection et donc une dissection de qualité. La corrélation péropératoire post-opératoire, bien sûr sur le plan oncologique, elle varie selon l'utilisation des innovations et la robotique, mais bien sûr l'expertise. Il faut la Formule 1, mais il faut aussi le pilote, et c'est pas la voiture tout seul qu'on fera une bonne chirurgie. L'expertise chirurgicale est essentielle, et également sur le plan fonctionnel. Mais sur le plan fonctionnel, c'est plus complexe, puisque les résultats dépendront de la qualité de la chirurgie, qui elle-même, à nouveau, dépend de l'utilisation ou non des innovations et de la performance de l'utilisation de ces innovations par l'expertise, mais aussi, bien évidemment, du statut préopératoire du patient, sur le plan urinaire et sur le plan sexuel, qui doivent être évalués par des autoquestionnaires validés internationalement et qui donneront une réponse objective et permettront de donner une information objective aux patients, la compliance au traitement complémentaire, et puis bien sûr le contexte psychologique, personnel et de couple. Donc ce sont tous ces éléments qui nous permettront, en plus de la qualité chirurgicale, d'avancer. Donc pour conclure, 3 points. Donc les perspectives donc en préopératoire, c'est optimiser la planification par l'imagerie, améliorer la connaissance anatomique, et vous voyez ici un papier qui va sortir au mois d'avril sur les corrélations en 3D qui nous permettent d'avoir une vision encore plus précise de la localisation des bandelettes. En péropératoire, optimiser le geste, notamment en utilisant les innovations technologiques et la simulation pour la formation des chirurgiens qui est essentielle. Et puis en post-opératoire, bien sûr, évaluer ses propres résultats, bien expliquer aux jeunes chirurgiens et aux patients que les patients ne doivent pas être opérés par la personne qui a publié le papier, mais par la personne qu'ils ont en face d'eux, et que le chirurgien doit évaluer ses propres résultats, et également en intégrant maintenant de plus en plus les contingences médico-économiques. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Catlino pour ces commentaires très éclairés. Alors maintenant, la discussion est ouverte pour ce papier. Alors, monsieur l'urologue, monsieur Lobel, le micro arrive. Et après, Michel Germain. D'abord, c'est évidemment pour féliciter Claude Abou qui nous a rendu assez clair cette région, parce que on sait les uns et les autres, là, les urologues et les chirurgiens digestifs, que quand on pénètre dans le plancher pelvien, là, ça devient quelque chose d'assez austère, voire même complexe. Il l'a fait. Mais ce sur quoi je voudrais insister, Monsieur le Président, c'est sur cette espèce de paradoxe qu'on est en train de visiter. Avant, c'était l'anatomie qui nous permettait de savoir où il fallait faire la chirurgie. Aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques extraordinaires qui nous donnent une clarté formidable, c'est la chirurgie qui permet de découvrir l'anatomie. C'est un reversement de notre philosophie. Merci. Bon, merci pour ce commentaire. Une autre question, Michel Germain, et puis Bertrand Doré. Compliment pour le magnifique exposé que vous avez fait. En réalité, l'anatomie
elle est telle que décrite dans les ouvrages Rouvière et autres auteurs. La question est, la différence, c'est l'abord chirurgical. Ma question est, ne faut-il pas revoir l'anatomie chirurgicale, c'est le terme que j'utilisais, pour d'autres organes, les organes rétropéritonéaux, la vascularisation des côlons, du rectum, mais également des organes du cou. Alors voilà ma question. Ne faut-il pas revoir l'anatomie chirurgicale en fonction des abords? Merci. Je peux répondre. La prostatectomie, c'est une angoisse terrible. C'est-à-dire que quand on dit dehors, quand on parle de la prostatectomie, on vous dit le patient va être incontinent, il va être impuissant, et en plus on ne va pas le guérir de son cancer. Alors il fallait répondre à ces remarques, et ces remarques sont les réponses sont anatomiques. Maintenant, est-ce que pour tout, on a des remarques de ce genre aussi graves? C'est-à-dire quelqu'un qui est incontinent, c'est toute la journée, ça coule par terre, c'est épouvantable. Donc il fallait y répondre, il fallait trouver la clé, la solution, et je vous ai montré la première diapo, disant que 15 ans plus tard, celui qui a inventé l'anatomie chirurgicale de la prostate, il dit « je comprends plus rien encore ». C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, il n'a pas compris. Et moi, j'estime que grâce aux nouvelles technologies, c'est un petit peu ce que je défends, c'est grâce aux nouvelles technologies, on a pu répondre à cette question. Pourquoi ça ne va pas et comment on peut arranger les choses? Alors, est-ce que c'est le Rouvière qui nous a appris tout ça ou inversement? Mais ce que je sais, c'est que jusqu'au moment du développement de nouvelles technologies, le Rouvière, il nous a tout appris, mais on n'a peut-être pas appliqué ce qui avait marqué sur le Rouvière. Bertrand? Oui, Claude, c'était vraiment très clair, mais tu nous as dit que le Denonvilliers n'était plus forcément un fascia. Oui. Ou peut-être autre chose. Non, la partie antérieure du Denonvilliers. Bon, d'accord. Alors, est-ce que dans les cancers que l'on voit plus fréquemment maintenant, d'après ce que Xavier vient de nous dire, avec un peu plus de haut grade et peut-être des formes un peu plus localement avancées, est-ce que l'on peut reconstituer ce fascia que tu as bien démontré dans le film pour améliorer la continence, dans la mesure où dans ces formes-là, on est obligé de passer forcément un peu plus en extrafacial, et donc large? En fait, les vésicules séminales sont enveloppées d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a le Denonvilliers que l'on connaît, qui est en arrière des vésicules séminales, et il y a le fascia que j'ai montré, qui n'est pas un fascia, en fait, c'est un muscle. Et c'est un muscle. Donc ce muscle-là, on est obligé de l'ouvrir. On peut pas le reconstituer. Et il n'est pas essentiel c'est pas le muscle essentiel pour la continence. Ce qui est important pour la continence, en gros, si on oublie tout, ce qui est important, c'est la dissection de l'apex. Voilà, en gros. Maintenant, il y a des détails qui apportent en plus le col vésical, les fuites urinaires pendant le rapport sexuel, etc. Ça, disons que c'est important, mais c'est numéro 2. Édouard Pélissier, un de mes maîtres et amis que je suis heureux d'accueillir dans cette maison qu'il a fréquentée avant moi. Édouard. Je voudrais poser une question toute simple, pratique. Je dois traiter bientôt à un congrès international du choix de la voie d'abord pré-péritonéale pour les cures de hernie. Et on trouve dans la littérature des opinions très différentes. Je voudrais votre opinion. Vous mettez une épine dans le pied, là. J'ai horreur de cette voie pour les cures de hernie. Voilà ma réponse. Je trouve que c'est une voie qui n'est pas une voie mini-invasive, c'est une voie qui est invasive et qui entraîne des modifications abdominales importantes que l'on retrouve quand on va réopérer le patient. Donc, à mon avis, la cure de hernie ne doit plus se faire par voie laparoscopique, elle doit se faire impérativement par voie chirurgicale, par une petite incision. Et d'ailleurs, il y a une énorme étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine qui a montré que la voie chirurgicale, la voie laparoscopique n'était pas la bonne voie pour les cures de hernie. Pas d'autres questions? Bien, c'est une autre question. Monsieur, ça sera la dernière. Monsieur Launois. Oui, Claude, je voudrais te féliciter pour ce beau travail, qui va apparaître bien sûr dans les mémoires, mais je voudrais savoir, parce qu'il me paraît important, où est-il publié ailleurs? Dans quelle revue, pour que tout le monde puisse en bénéficier? L'ensemble, la synthèse n'est pas publiée ailleurs, mais par contre, j'ai quand même pris... Bon, en gros, j'ai été responsable d'une conférence de consensus par l'Association européenne d'urologie sur la prostatectomie. Et cette conférence est mondiale, c'est-à-dire cette conférence, à la fois, il y a des partenaires américains, européens, australiens et autres qui ont participé. Et grâce à cette synthèse, j'ai pu, à partir des idées que j'avais personnellement, regrouper un petit peu un certain nombre d'idées que je vous ai présentées ici. Donc ça va être publié en anglais, le travail est fait, il est écrit, il est assez abondant.
dans European Urology et il y aura une possibilité de l'avoir directement sur Internet. Mais c'est fait, hein, terminé. Vous allez retrouver d'ailleurs des images que j'ai montrées là. Très bien, merci Monsieur Abou. En tout cas, la totalité de votre exposé va être en direct sur le net dans quelques heures et ça sera déjà un complément d'information. Merci beaucoup pour cet exposé très clair qui nous a réappris l'anatomie d'une région difficile, qui nous a donné envie de faire cette chirurgie à défaut de la subir.